On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas, mais si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois.
ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit croix. Car la vie est si fragile, est si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile, est si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. C'est si fragile.
et si fragile, et si fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur de trop tard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vie. On voudrait rêver un jour. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu. Fait que on est en compagnie aujourd'hui, nul autre qu'un, moi je parle pour moi, en tout cas là, un grand YouTuber, wow, Vlagamer, comment on le prononce exactement? Ah, on dit Vlagamer. Bonjour à tous. Excellent, bonjour à tous, exactement, super, je suis très content de t'avoir sur notre émission. Si tu veux, on va un petit peu raconter l'histoire de comment est-ce que on s'est rencontrés. Dans le fond, moi, ce qui est arrivé, c'est que, comme je disais, puis que la plupart des gens au Québec savent, je suis une personne non-voyante depuis à peu près 6 ans. Fait que ça me tentait d'aller sur YouTube pour vérifier des let's play, puis là j'ai trouvé un de mes jeux favoris, Banjo-Kazooie, puis là j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, puis après ça, ben là j'ai vu qu'il y avait Vlagamer qui était là, j'ai écouté quelques minutes de ses vidéos, puis j'ai trouvé ça très intéressant, très drôle, très dynamique, puis c'est de là que ça a commencé, puis j'ai eu l'idée de vouloir l'interviewer à l'émission, puis il a accepté. Fait que voilà, en gros, l'histoire. Wow! Super! Chouette. Bon. C'est l'histoire de toute une vie. Ouais, c'est ça. Fait que on va commencer cette entrevue proprement bien dit, aussi bien de rester dans la même tangente que Banjo-Kazooie. Tu pourrais-tu nous expliquer justement ce que tu sais à propos de Banjo-Kazooie en lien avec la production rare, là, pour ceux peut-être qui ne savent pas, que c'est quoi, la compagnie n'est plus là, ça marche plus, ils ont vendu, qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus, mon ami? À propos de quoi? De Banjo-Kazooie? Ouais, ben de Banjo-Kazooie, puis la compagnie rare, là, que sont plus production, là, ça a été avec Xbox, puis truc, là, comment ça, qu'est-ce que t'en sais un peu, là, de ça a été vendu, que la compagnie n'existe plus, ou je ne sais pas trop, là, si tu sais un peu développer. Alors, Banjo-Kazooie, il faut savoir que ça a été fait à l'époque par Rare, R-A-R-E, et donc c'était, les jeux, la plupart, je crois, sortaient sur la console Nintendo. Donc bon, les jeux pour lesquels... il n'y a pas eu que Banjo-Kazooie, Banjo-Toy, il y a eu normalement aussi Diddy Kong Racing, ils ont fait plein de bons jeux sur la Nintendo 64. Donc ça a été, je pense, leur console, une des plus fameuses, en tout cas dont je me souviens. Et c'est vrai que Banjo-Kazooie, etc., c'était des jeux d'une qualité, et on en attendait, moi en tout cas j'en attendais une suite depuis longtemps. Mais il y a, je pense, à peu près 10 ans de cela, ils ont été rachetés par une société, une grosse société qui s'appelle Microsoft, et justement ils ont été rachetés pour faire des jeux sur Xbox. À l'époque ils avaient fait Banjo-Kazooie, Buds and Nuts, un truc comme ça, avec des graphismes revisités. Ça avait vraiment perdu de son charme, ça faisait trop carré, et en plus forcément c'était sous Xbox, donc si t'avais pas les Xbox tu risquais pas d'en faire grand chose. Et à l'heure actuelle, ceux qui ont fait en tout cas Banjo-Kazooie, je sais pas si c'était toute l'équipe de Rare ou certains, ils ont fait un jeu qui a peut-être 3-4 ans de cela, et qui reprend un petit peu les codes qu'on avait déjà avec Banjo-Kazooie, avec un univers très coloré, un personnage en binôme, donc toujours un petit peu l'idée d'avoir, plutôt que soit un ours, là on a un
caméléon, et plutôt que d'avoir donc Kazooie qui était l'oiseau, là on a une petite chauve-souris. Et en gros, c'est deux petits personnages qui avancent, qui doivent récolter. Alors là, c'est plus des pièces de puzzle et des notes de musique, c'est peut-être des plumes. Enfin, je sais plus ce qu'ils ont utilisé exactement, mais c'est toujours le même système. C'est exact, vraiment, c'est les mêmes codes, c'est le même gameplay. Enfin, même gameplay dans le sens où vraiment ils ont repris le même, un peu un univers très similaire, avec de nouvelles un petit peu compétences, ainsi de suite. Cool. Mais si je me trompe pas aussi, il y a eu GoldenEye que j'ai su il y a pas longtemps, GoldenEye 007 qui avait aussi fait par la compagnie Rare. Il y avait aussi, je pense, Diddy Kong Racing aussi que j'aimais bien aussi avec la même compagnie. Mm-hmm. Ça aussi c'était bon, j'adorais ça. Puis dans le fond, qu'est-ce qui t'a inspiré là, à devenir un YouTuber là, puis pourquoi là dans le fond là, si on peut s'exprimer ici? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir le YouTuber que je suis? Ouais, exactement. Alors, en soi, l'histoire est super bateau. C'est pas, il n'y a pas une histoire avec j'ai traversé l'océan, puis je me suis rendu à un endroit et là je me suis dit c'était le moment que je devienne YouTuber. À l'époque, je regardais YouTube, c'était en 2008-2010. Je crois que mon vrai compte YouTube date facilement de 2007 ou aux alentours. Et j'aimais bien regarder des vidéos, et c'était la grande époque de Call of Duty Modern Warfare. Enfin, je sais même pas s'il y avait... il y avait les premiers Modern Warfare, enfin, il y avait des youtubeurs comme Diablo X9, je pense qu'il a fait partie un peu des ancêtres illustres. Et moi, ça me plaisait bien, et je me suis toujours dit, si un jour je fais des vidéos, enfin, un jour peut-être que je ferai des vidéos, pourquoi pas. J'avais déjà fait, avant de me lancer dans les let's play, mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard, j'avais fait des sortes d'AMV. En gros, c'est quand on prend des animés, des mangas, etc., et on fait des montages avec une musique dessus. Ça, c'était un petit peu, ça c'est privé, on va dire. Je l'ai jamais montré au grand public, ou en tout cas personne ne connaît le compte sur lequel je l'ai fait. Et alors, on était, il y a en gros à peu près 6 ans de cela, il y a un jeu sur lequel je jouais, ça s'appelait Galaxy Life. C'était un petit jeu. Alors, il n'était pas sur mobile, alors que ça aurait été un jeu typiquement très bien adapté pour mobile. C'était un jeu de gestion où on avait des bâtiments à construire, on avait des petits ouvriers, et après c'est un peu comme tous ces jeux de gestion, quand on veut construire des bâtiments, quand on veut les améliorer, on a un certain temps à attendre entre chaque pour après refaire construire et ainsi de suite. Et ce jeu, j'y ai passé énormément de temps. Et je me suis dit, je vais voir sur Internet, en tout cas sur YouTube, s'il y a quelqu'un qui a déjà fait des vidéos. Et à l'époque, il y avait une seule personne qui s'était un petit peu lancée dans l'aventure, qui n'avait pas fait grand-chose. Et c'était quelqu'un d'assez jeune. Parce que quand j'ai commencé vraiment donc, les vidéos sur ma chaîne Vlagamer, j'avais à peu près... je devais déjà avoir 18 ans. Et sur ce jeu, je me suis dit, pourquoi pas tenter le truc, faire des vidéos un peu tuto. Moi, c'est le truc qui me correspondait bien, j'aime bien expliquer, j'aime bien un peu partager mes connaissances. Et donc ce jeu Galaxy Life, je me suis dit je vais essayer de faire des tutoriels. Et il s'est avéré que ça a vraiment mieux marché que ce à quoi j'aurais pu m'attendre à l'époque. Et c'est ce qui a fait, qui m'a fait un petit peu décoller dans le sens où j'ai dépassé les 1000 abonnés, 2000 abonnés juste avec ce jeu-là. Wow! C'est très intéressant. Puis comment tu fais pour te démarquer justement des autres YouTubers, vu qu'il doit pas en avoir juste un petit peu, il doit en avoir beaucoup. Fait comment tu te démarques, toi, face aux autres YouTubers? Alors ça, la question est très intéressante parce que je ne me démarque pas. C'est là où c'est très drôle. Et c'est là où j'ai eu, je pense, de la chance. Enfin, c'est pas de la chance. En tout cas, pour Galaxy Life, ça n'a pas été de la chance. C'est plus que j'étais le seul. Enfin, j'étais le seul. Comme j'ai expliqué, il y avait une autre personne, mais qui avait rien fait d'extraordinaire, qui avait peut-être fait quelques petites vidéos, mais c'était pas... c'est pas pour le décrédibiliser ou autre, mais c'était pas spécialement plus travaillé que ça. C'était une personne qui jouait et qui expliquait quelques petits trucs. Et moi, quand j'ai voulu faire mes tutoriels, j'ai commencé à mettre un peu des petits montages vidéo. C'est-à-dire que je décomposais, j'avais une sorte de petit script. Je lisais jamais. En tout cas, j'essayais de ne pas lire, mais j'avais un plan où j'avais plusieurs parties, et après, dans le montage de la vidéo, je reliais, je décomposais donc cette vidéo en plusieurs parties, et après, quand je faisais donc le montage, je réunissais, et j'avais quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, je pense que, vu que j'ai été un des seuls, et même encore aujourd'hui, des gens sont là pour me rappeler ce jeu ou moi j'ai fait le pas,
j'ai terminé mon aventure sur Galaxy Life depuis très longtemps. Voilà, je suis passé à autre chose, mais il y a encore beaucoup de personnes qui, même à l'heure actuelle, m'ont connu sur Galaxy Life, et pour eux, je suis un peu parfois un pionnier de ce jeu. Enfin, en tout cas, je les ai marqués sur ce jeu. Mais bon, ça c'était pour Galaxy Life. Mais en général, justement, quand j'ai voulu changer, quand j'ai voulu passer un peu à autre chose, j'ai arrêté Galaxy Life, j'ai fait des let's play, mais les let's play, c'est absolument pas le truc auquel on penserait pour se démarquer. Les let's play, il y a 10 000 autres personnes qui font des let's play. C'est un truc où on se filme en train de jouer, donc la seule chose qui peut nous démarquer aux yeux des autres, c'est notre personnalité. Mais l'autre souci, c'est que, hormis notre personnalité, il faut tomber sur cette vidéo. Donc il faut avoir une certaine visibilité ou une audience qui a déjà été construite au départ. J'ai un peu essayé justement d'amener tous ces gens qui ont pu me suivre sur ce jeu qui était Galaxy Life et de les faire un peu aimer ce que je pouvais faire donc sur des let's play, mais ça n'a pas été quelque chose non plus d'extraordinaire. Ça, on va dire en termes de proportion, il y a même pas peut-être 5% des personnes donc sur le total d'abonnés que je pouvais avoir qui me suivaient, et même encore actuellement sur les 20 000, enfin en tout cas là où je parle, sur les peut-être 20 000 personnes qui me suivent, il y en a, quand j'ai 100-200 vues, c'est pas non plus énorme. Donc en termes de proportion, ça doit faire 1%, voire même moins. Ouais. Et donc la deuxième grosse explosion que j'ai eue, qui a fait donc j'ai monté jusqu'à plus de 20 000 abonnés, c'est que j'ai fait Fortnite. Donc Fortnite, je pense que j'ai pas besoin de décrire ce que c'est en long, en large et en travers. C'est un jeu qui s'est fait connaître surtout pour le mode Battle Royale. Mais moi, quand j'ai commencé Fortnite, j'ai fait des vidéos dessus, sur un mode qui s'appelle Sauver le Monde. Donc ça n'a rien à voir avec le Battle Royale. C'est le jeu original qu'ils ont sorti avant même que le Battle Royale existe. J'ai fait des vidéos. Quand j'ai fait des vidéos, j'avais peut-être autour de 70 vues, 100 vues sur le jeu. Et le jeu, un jour, a explosé avec justement ce mode Battle Royale. Et les gens sont amassés. Enfin, il y a eu beaucoup de gens d'un coup. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait des vidéos sur le jeu alors qu'il n'était même pas connu. Donc le jour où les gens ont cherché des vidéos pour regarder ce jeu. Ouais. Ok. Ça a-tu coupé? Oh, ça a coupé. Un instant, les amis, on va poser. Ok, on est revenu. Désolé, que voulez-vous, les joueurs d'Internet? Bon, je sais pas où c'est. Ah ben ça... Donc ça s'est coupé à quel moment? Tu parlais là, de Fortnite et tout, que ça montait à 100, que le jeu était pas sorti encore. Puis là, quand il est sorti, le jeu, ben, le monde faisait des recherches pour aller le chercher, le jeu. Voilà, donc justement, voilà, pour finir la petite histoire, c'est que donc le jeu a monté en puissance grâce à ce mode Battle Royale qui est sorti, et donc l'autre mode Sauver le Monde a aussi attiré des gens, beaucoup moins, mais suffisamment pour dire que j'en arrive où j'en suis. Mais c'est vraiment de la chance, parce que moi j'ai fait des let's play, parce que durant on va dire mes différentes années où je faisais mes études, même si c'est pas encore totalement fini, je voulais faire des vidéos simples qui nécessitaient peu de temps. Donc les let's play, c'est un petit peu ce qui répond à ces critères. C'est en gros, tu te filmes, voilà, tu t'enregistres en train de parler, en train de jouer, tu fais un montage, ça prend pas énormément de temps parce que en gros c'est juste synchroniser ta voix, enfin le jeu pour que tout coïncide, et après tu publies la vidéo. Et en fait c'était fini, il n'y avait pas tout de suite à faire 10 heures de montage pour bouger, pour donner des effets ou des trucs comme ça. Donc si j'avais pas à ce moment-là testé Fortnite, sachant qu'en plus c'était un ami qui me l'avait conseillé et qui me l'avait même offert, donc on va dire je l'ai fait un petit peu par hasard, et il s'est avéré que ça a fonctionné, et c'est pour ça que j'en suis un peu arrivé à ce stade. Cool. Fait que finalement, là, un let's play, c'est quelqu'un qui va jouer à des jeux vidéo, puis qui va se filmer, puis qui va diffuser ça sur Internet, finalement, en gros. Là, c'est ça que ça veut dire, un let's play? Pardon? J'ai dit, un let's play, c'est quelqu'un qui va se filmer, justement, puis qui va il va jouer aux jeux vidéo pendant qu'il se filme. Ouais. Ok, excellent. C'est super chouette, ça. Faut-tu avoir... si t'as pas joué au jeu, ça arrive-tu des fois que t'as jamais joué au jeu vidéo, puis tu fais un let's play? Ça a-tu déjà arrivé?
Mais j'ai fait les deux situations, parce que, et aussi la chose intéressante, c'est que je l'ai fait moi, mais j'ai aussi été spectateur. Parce que généralement, quand tu fais quelque chose, t'aimes aussi le regarder. On va dire faire aussi dans l'autre sens. Donc oui, j'ai fait beaucoup de jeux, déjà par nostalgie, donc des jeux auxquels j'ai déjà joué, mais il y a 10-15 ans en arrière, mais dont j'avais aucun souvenir à proprement parler de l'histoire, peut-être parfois dans les grandes lignes et encore. Donc généralement, quand je refais des jeux, c'est des jeux dont j'ai presque aucun souvenir. C'est là où c'est le plus intéressant, parce que les gens aiment bien avoir le côté surprise de quelle va être ta réaction quand tu vas voir tel boss, quand tu vas voir telle chose, tel élément de jeu. Et après, j'ai fait des jeux aussi purement découvertes, auxquels je n'ai jamais joué auparavant, qu'on a pu me conseiller, ou par curiosité. Donc les deux me sont totalement arrivés. Puis, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile quand tu fais des let's play en général? Donc, là, entre un jeu que j'aurais pu faire ou non? Ouais, peu importe. Qu'est-ce qui est le plus difficile en général quand t'en fais un let's play, dans le fond, quand tu te filmes, quand tu joues? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Alors, quand j'ai commencé, je pense que le plus difficile, c'est le fait de devoir se concentrer à la fois sur ta façon de jouer, enfin sur toi quand tu joues, et toi quand tu dois commenter. Parce que t'es pas là juste pour jouer, t'es là aussi, quand tu fais un let's play, t'es aussi un peu un animateur. Tu commentes, t'es là pour animer, t'es là pour donner de l'ambiance, donner du rythme à la vidéo. Parce que si les gens... si la personne, imaginons, ne commente pas, ne dit rien, il n'y a rien d'intéressant. Tu regardes la vidéo parce que le jeu t'intéresse, mais aussi parce que la personne t'intéresse. Ouais. Sinon, autant jouer toi-même au jeu ou alors trouver quelqu'un d'autre de plus intéressant. Donc, c'est ça justement qui est très difficile au début, c'est que c'est un peu un mécanisme à avoir, c'est à la fois réussir à jouer correctement. Ça dépend après les types de jeux. C'est-à-dire que si tu as un petit jeu où tu as le temps de réfléchir et de commenter en même temps, c'est un peu comme un RPG, ça peut aller. Mais quand tu as un jeu de plateforme où tu dois sauter, où tout bouge en fait en temps réel, tout est dynamique, tu dois avoir ton cerveau en fait sur deux fuseaux en même temps, sur deux. Tu dois te concentrer sur deux choses en même temps, et c'est vraiment pas simple. Et ce qui est frustrant, c'est que parfois tu joues à des jeux qui sont quand même un peu difficiles, et les gens ont l'impression, non mais moi je jouerai à sa place, je ferai mieux que lui, j'arriverai mieux, mais pourquoi il fait ça? Ou alors, parfois tu as des jeux à énigmes, et pareil, les jeux à énigmes c'est très dur parce que tu dois commenter et réfléchir pour résoudre l'énigme en même temps. Et les gens qui sont en train de regarder, eux ils ont la tête reposée, ils voient les éléments de manière beaucoup plus calme, plus posée, et ils se disent mais c'est devant lui, pourquoi il le fait pas alors que ça paraît évident? Et les gens n'arrivent pas forcément à se mettre à la place de la personne qui est en train donc, de jouer, parce que le mec qui joue, il fait plein de trucs en même temps. Donc ce serait pareil, si moi je joue à la tête reposée à n'importe quel jeu, forcément que je m'en sortirais mieux que si je dois commenter en même temps. Excusez. Ouais, comme Mario Kart, là, dans le fond, ça joue vite. Si je joue Mario Kart à 150cc, là, c'est vite, ça aussi, là, commenter puis jouer. Non. Voilà. Bon, ça, en Mario Kart, encore, je pense que ce serait pas trop difficile. Enfin, parce que j'ai l'habitude de jouer au Mario Kart. Alors, c'est des jeux qui, à force, t'as l'habitude. Mais c'est vrai que quand tu découvres un jeu de A à Z qui bouge très vite, qu'est-ce que t'aurais... Enfin, moi... Je pense beaucoup à des jeux indépendants, je sais pas si tu connais un peu les Super Meat Boy, des Binding of Isaac. Ok, brièvement. Voilà, des roguelikes. En gros, c'est des jeux où le jeu est fait en sorte pour que tu meurs, concrètement. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps avoir une vue un petit peu de tout ce qui se passe et en même temps tu essaies de commenter. Et alors là, je peux dire que c'est pas tout le temps facile. Puis, qu'est-ce que t'aimes mieux faire? Des let's play live en direct avec les gens ou des normales standards, là? T'as-tu une préférence? C'est-à-dire, hein, comment ça? Mettons, je sais pas moi, tu vas faire un let's play live avec les gens, ils peuvent interagir en même temps que toi, t'es là, ou non, un normal qu'ils attendent le lendemain pour avoir la vidéo. Qu'est-ce que t'aimes mieux le faire, dans le fond? Alors, j'ai déjà fait très peu, hein, par contre. J'ai déjà fait des vidéos live, dont quelques let's play live, j'en ai peut-être fait un ou deux, tout au plus. J'adore l'interactivité, moi je trouve ça génial. Je trouve qu'au contraire, le fait d'y faire en live, ça apporte une toute autre expérience pour la personne qui regarde. Parce que justement, t'es vraiment plus dans le truc. C'est génial. Alors déjà, pour répondre
moi, je fais des let's play plus classiques, en gros où je filme, parce que j'ai pas la connexion pour me permettre de faire des lives. Si je pouvais faire des lives, j'aurais depuis très longtemps fait beaucoup plus de let's play live, même si je pense que j'aurais fait peut-être les deux, mais je me serais beaucoup plus orienté sur le côté live, parce que je trouve que l'expérience est plus intéressante, et j'ai l'impression aussi c'est ce qui a tendance à monter. Les let's play, c'est quelque chose qui descend, qui est de moins en moins populaire, et par contre qui sur des plateformes comme Twitch, où justement c'est là où tu peux regarder donc des vidéos en live, donc les gens ils jouent directement, toi tu vas voir les chaînes et ce qui se passe, et je pense que les gens ça les intéresse beaucoup plus d'avoir cette interaction. Par contre, le truc que je trouve peut-être un peu plus déplaisant, c'est que quand tu fais les lives, c'est que c'est super sympa quand tu y regardes au moment où la personne fait la vidéo, mais après regarder une rediffusion de live, c'est beaucoup plus difficile. Quand tu fais une vidéo, là comme je fais avec les let's play, quand il y a des parties qui sont longues, ou par moment, tu échoues plusieurs fois, je sais pas, sur un combat, sur un boss, ou sur une partie qui est peut-être difficile, après au montage, tu fais une coupure, et ça fait que la vidéo peut-être qui t'aura mis 1h30 à faire, elle sera 2 fois moins longue, elle durera 45 minutes pour le spectateur. Tandis qu'en live, vraiment, t'as tout de A à Z. Alors d'un côté, on peut se dire, ouais, voilà, donc c'est bien, on voit quand même plus l'essentiel, c'est quand même plus intéressant, et on voit peut-être plus l'aspect jeu. Mais d'un côté, peut-être que sur ces 1h30 que j'aurais passé, il y aura eu des moments plus d'émotion, de rage, peut-être, sur ce moment, à force d'y faire 5-10 fois, ça commence à t'énerver. Donc il y a des émotions qui ressortent, et peut-être que le spectateur aussi, lui, il aime bien cet aspect-là. Ouais. Enfin bon, pour répondre de manière simple, j'aime les deux. Et si je fais pas plus de live que ce que je fais, c'est juste parce que j'ai pas la fibre, et donc que faire des lives en 360p avec des lags, c'est pas marrant pour les gens à regarder. C'est pas plaisant. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être un bon let's player là, selon toi? Pour être un bon let's player? Ouais, qu'est-ce que ça prend? Je pense pas que je suis capable de juger qu'est-ce qu'être un bon let's player. Je pense que c'est super subjectif. C'est vraiment, est-ce que la personne, pour moi c'est une question de personnalité. C'est quand tu vas regarder la personne, est-ce qu'elle te plaît ou non. Alors après il y a des trucs ultra basiques qui font que, pour moi ça doit être automatique. C'est déjà, tu vas pas filmer ton jeu avec une caméra ou autre. C'est-à-dire qu'il faut capturer l'image d'où elle vient. Ceux qui filment, je sais pas, avec un téléphone, l'écran et autres, non, c'est pas possible. Personne n'a envie de regarder ça. C'est pas pour être méchant, c'est pour être réaliste. Après, avoir un micro un minimum correct, parce que pareil, la voix, c'est quand même prédominant. C'est la personne qui va faire qui va parler sur le jeu. C'est ce qu'on va entendre durant un certain nombre d'heures. Donc, il faut que ce soit agréable. Il faut que les personnes puissent entendre de manière limpide. Donc ça me paraît être une base. Et après, je pense que c'est question d'habitude, question de personnalité, question de ce qu'on a envie de donner. Une personne qui va pendant 20 minutes dire merci, qui va avoir des tics de langage à se répéter 10 000 fois, des choses qui vont faire un peu tic quand tu le dis. Si tu commences à voir qu'une personne se répète sur certains mots, ou des tics de langage assez prononcés, c'est très désagréable. Mais ça, après, je pense c'est du travail personnel. C'est du travail personnel aussi, c'est question d'habitude. À force de faire des vidéos, une fois que tu as fait plus d'une centaine de vidéos, c'est des mécanismes, c'est comme tout. T'apprends, et tu deviens de plus en plus à l'aise dans ce que tu fais, et ainsi de suite. T'as-tu des conseils à leur donner, justement, à ceux qui voudraient commencer à devenir let's player, YouTuber? T'as-tu des conseils à leur suggérer, peut-être? De quoi suggérer? Si une nouvelle personne a envie, est-ce que je lui dis vas-y ou pas? Ouais, si t'as des conseils à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil à quelqu'un qui voudrait devenir YouTuber ou qui voudrait faire des let's play comme toi? Alors, une personne qui a envie de se lancer, c'est déjà une personne qui doit le faire avant tout par passion, parce qu'elle aime. C'est pas une personne qui se dit et qui part du principe, moi je veux faire YouTuber parce que j'ai vu que tel X YouTuber fait des vidéos, fait des millions de vues et rapporte de l'argent. Ça ne marche pas. Ça déjà, c'est le premier conseil, c'est faire par passion. C'est ce qu'on aime. Faut pas s'attendre à avoir 100 vues, 200 vues, 300 vues, 1000 vues, 1 million de vues. Il faut faire parce qu'on a envie de le faire. Si un jour ça décolle et qu'il y a des gens, on arrive à construire une petite communauté, que les gens arrivent à venir petit à petit,
tant mieux, c'est cool. Et c'est encore mieux dans le sens où on va réussir à partager notre passion avec les autres. Mais YouTube est tellement saturé. C'est-à-dire que maintenant, YouTube a plusieurs années, il y a des YouTubeurs ou même vidéastes, sans parler de YouTubeurs, hein, mais en parlant de vidéastes, il y en a dans toutes les catégories, il y en a des très bons, que ce soit dans les jeux vidéo, dans le voyage, les vlogs, tous les domaines, hein, même les sciences, hein, pour des cours, pour apprendre, découvrir des choses, il y en a vraiment partout. Et c'est ça qui est beau. Et c'est justement là aussi où est le problème, c'est qu'il y en a tellement de partout que si on se lance dans l'optique d'atteindre directement des gens, ou en tout cas d'attendre un retour immédiat, c'est pas possible. Voilà, faut faire une croix dessus. Enfin, il faut se dire, je vais faire mes vidéos, je vais faire mon délire, je vais m'amuser, je vais m'éclater, je vais faire ce que je veux. Et après, advienne que pourra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. De toute manière, j'ai pas misé ma vie à faire des vidéos. Et il y en a beaucoup qui m'ont déjà demandé ou qui comprennent pas pourquoi je fais pas plus de vues. Et moi, quand ils me voient avec les 20 000 abonnés, mais moi je leur dis, j'ai eu des coups de chance. J'ai fait des jeux qui, à un moment, je les ai fait au début d'où émergeait le jeu. Et après, ça a un peu explosé. Et c'est ce qui a fait que, par coïncidence, j'en suis arrivé là. Mais déjà, le conseil majeur, c'est vraiment faire ce qui nous plaît. Ça ne sert à rien de vouloir investir dans du matos, donc dans du matériel, une caméra, un micro de malade. Faut faire avec les moyens du bord. Ouais. C'est-à-dire que si on a un téléphone, un smartphone, c'est super. Si on a envie de se filmer, les caméras, faut juste faire attention un peu à la luminosité, mais je pense que ça fonctionne très bien. Pareil, le micro d'un smartphone est très bien aussi pour pouvoir parler. Après, il faut improviser un peu avec les moyens du bord, tout en faisant en sorte qu'il y ait une certaine qualité. Il faut être fier de ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, on veut se faire son délire, mais comme j'ai dit, si on fait un let's play ou on filme un jeu, dans l'optique où peut-être un jour, on a envie, on espère toujours que des gens regarderont peut-être, et si on a la chance que des gens arrivent sur cette vidéo, faut quand même qu'il y ait un minimum syndical. Sinon, la personne, ce serait dommage qu'elle arrive sur la vidéo, elle écoute 5 secondes et elle voit un truc qui lui déplaît, et elle se dit désolé, mais c'est pas pour moi, et elle part ailleurs. Tandis que si on a réussi à faire un truc un minimum sérieux, là. Ça a bugué encore. Bon, on s'excuse pour les bugs intermittents, mais c'est de l'Europe, fait qu'on se revient, ce sera pas long. Là, on parlait du matériel, justement, aussi, en même temps. C'est quoi que tu utilises, toi, comme matériel, justement, comme caméra, micro? Ça prend quoi, quelque chose de basique? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel, justement, pour faire tes let's play? Alors, vraiment spécifique. Justement, alors, l'avantage que j'ai avec les let's play, c'est que, de base, j'utilisais, quand j'ai commencé, mon ordinateur. C'est-à-dire, j'avais un ordi portable, il faisait très bien l'affaire. Après, pour le micro, j'utilisais un truc, peut-être un truc Logitech, mais qui vraiment était... je le dis clairement, mais c'était dégueulasse, hein, c'était vraiment ignoble. Enfin, moi, quand je vois le micro que j'ai maintenant, ça n'a plus rien à voir. Et après, justement, parce que vu que j'en ai fait pendant plusieurs années, je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui me plaît, c'est quand même quelque chose où peut-être je vais investir juste un petit peu, histoire d'avoir un meilleur rendu. Et donc, peut-être le truc vraiment que j'ai acheté spécifique, c'est le micro dans lequel je suis en train de te parler. C'est un Blue Yeti. Je pense que c'est le micro qui peut-être a été le plus acheté parmi les youtubeurs. C'était une référence, ça coûtait autour des 100 €. Et après, j'avais aussi acheté à l'époque un casque micro. Mais bon, de simples écouteurs, ça fait très largement l'affaire. Je voulais un casque micro pour pouvoir à la fois parler et avoir le son du jeu. Mais finalement, j'ai pris un micro indépendant, donc c'est vraiment le socle avec son micro. Et dans la globalité, quand je veux jouer à des jeux, j'ai la manette. Parce que je préfère, même si je suis sur ordinateur, je préfère jouer avec une manette qu'avec le clavier et la souris. Okay. Mais j'ai pas un matériel de fou furieux. Après, c'est comment j'enregistre directement le son du jeu. Ça, par exemple, j'utilise Audacity, donc c'est un logiciel gratuit pour enregistrer tout ce qui est jeu, vidéo, son du jeu. J'utilise Fast and Capture, c'est pas très connu, c'est un petit truc. Et l'avantage, c'est que c'était un logiciel qui était très léger. Donc moi qui avais un ordi portable,
c'était pratique parce que le logiciel qui était le plus utilisé à l'époque, c'était Fraps. Et Fraps, c'est beaucoup plus lourd et ça donne tout de suite des fichiers qui sont... c'est à la fin, une vidéo 30 minutes, t'en as facilement pour 60 gigas. C'est vraiment très. Ça prend tout de suite beaucoup de place. Donc quand t'as un ordi portable simple, faut rester simple. Ouais. Puis, est-ce que tu as des anecdotes à nous conter un peu sur des let's play que tu as eu? T'as-tu des petites anecdotes, des pépins, des histoires, quelque chose de croustillant? Là? T'as-tu quelques anecdotes à nous conter? Wow, alors là, j'avoue que je suis désolé de ne pas être... Je suis pas la personne qui a les histoires les plus incroyables. J'ai jamais rien... Non mais sincèrement, tu me demandes comme ça, je peux... Il n'y a pas un truc qui me vient en tête d'extraordinaire. Le truc, la petite anecdote peut-être marrante et qui me fait encore, qui fera toujours rire, même encore maintenant. À l'époque, dans les débuts, j'avais fait un let's play sur un jeu qui s'appelle Tomb Raider. Et en gros, c'était le let's play où j'ai fêté. J'avais eu mon premier ordi fixe que j'avais monté moi-même. Et je voulais avoir un jeu, un vrai jeu, tu vois, un jeu qui a de quoi, qui tient un peu, qui tient la bête, quoi. Et je m'étais décidé sur ce jeu, pour je ne sais quelle raison, à faire des montages ou à m'amuser un petit peu sur le montage des vidéos. C'était pas le simple let's play, c'était le let's play où je rajoutais des petites images, du texte un petit peu pendant les vidéos. Et il y a pendant que je jouais donc à ce jeu, il y a un moment où j'avais un ennemi et l'ennemi a disparu. Il y a eu un bug dans le jeu. Il y a le jeu, il m'a dit merde, il m'a dit bon bah cet ennemi tu l'as tué, pouf, on le fait disparaître. C'est comme si il a fait son temps, il a été amené au ciel. Et tu sais, il y a des fois t'as des idées, t'as des petits éclairs de génie, tu te dis ah bah tiens ça, je me dis ça pourrait faire un petit truc sympa. Alors, ce que je me suis dit, c'est que pourquoi pas faire un petit montage assez fun. Alors, j'ai pris... tu connais Dragon Ball Z ? Ouais, un peu. Voilà, donc tu sais, Sangoku, donc le héros principal, il peut se téléporter. Ok, ouais. Voilà. Et en gros, je me suis éclaté. Ce petit bug sur ce jeu, en gros, j'ai mis une image de Sangoku, j'ai été chercher le son exact de la téléportation qui est fait donc dans l'animé, donc original, et je l'ai mis dessus comme si c'était Sangoku qui téléportait la personne ailleurs. Voilà. C'est bon. Moi, en tout cas, si je peux me permettre de raconter une anecdote que j'ai bien aimée en lien avec tes jeux de let's play que tu as fait, c'est une anecdote, c'est que moi, j'écoute ça des fois le soir, et puis j'étais rendu à la numéro 32e de Banjo-Kazooie, puis là, ça faisait 45 minutes qu'elle roulait, il était rendu 23h20, je pensais que c'était la dernière, puis finalement, ben non, il y en avait un autre, t'avais tellement rushé, t'avais eu tellement de misère à battre Gruntilda, qu'il a fallu que je me retape une autre vidéo de 45 minutes pour me coucher à minuit et 20. Je pensais finir à 11h30, puis finalement j'ai fini à minuit et 20. C'était drôle. La tristesse d'un homme. C'est quoi tu veux faire au juste dans la vie exactement, à part de YouTuber? Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu veux faire précisément, ou qu'est-ce que tu fais en tant que tel comme travail, ou qu'est-ce qu'il y en a? Oui, pas de souci. Alors, ce que j'ai, on va dire comme parcours de base, je sais pas si c'est la même chose partie Québec, mais moi j'ai fait lycée, on va dire j'ai fait collège-lycée. Lycée, c'est avant l'université, en gros c'est tout ce qui est avant l'université. J'avais fait un bac scientifique, donc tout ce qui est avec les maths, physique, chimie, et trucs comme ça. Et parce que moi à l'époque je voulais travailler dans l'informatique. Je voulais être informaticien, Au début, je voulais faire des trucs un peu graphisme, design, etc. Mais c'était absolument pas mon truc, j'étais pas bon pour ça. Donc, je savais que je voulais être dans l'informatique, programmeur, un peu des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, donc voilà, j'ai fait mon bac, je suis rentré à l'université. Et à l'université, donc j'ai fait un cursus, j'ai fait bachelor master, donc en sciences informatiques. Wow. Donc un parcours, vraiment c'est le parcours général informatique. On n'est pas là pour apprendre juste
du code. Non, c'est vraiment l'enseignement théorique de la matière. C'est beaucoup de maths. La seule chose à retenir, c'est que c'est très théorique. On fait quand même de la programmation, on met en pratique ce qu'on fait. Et donc, j'ai fait 5 ans. Donc là, j'ai un master en sciences informatiques. Wow. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc, j'avais le choix entre soit je vais travailler donc, dans le privé, ou alors je continue mon master et je fais un doctorat, un PhD. Et donc, j'ai pris la décision de continuer sur un doctorat. Et actuellement, je finis ma première année de doctorant à l'université de Genève. Si ça peut donner une indication. C'est chouette. Ben bravo, félicitations en tout cas, félicitations. Ah, merci. Puis pour ce qui est des jeux, là, j'avais déjà entendu sur une de tes vidéos, alors je te pose la question comme ça. Est-ce que tu penses faire des jeux plus gros, plus lourds en tant que mégabit avec ce qu'il y en est avec aujourd'hui pour justement être plus à jour, ou tu restes avec le Nintendo 64, PS1, PS2, ou tu compterais faire des jeux qui sont plus lourds en tant que gigabit finalement? Est-ce que tu es capable ou tu songes-tu d'en faire ultérieurement? Enfin, est-ce que j'en suis capable? Ouais, ben c'est ça, si tu veux faire C'est-à-dire technologiquement parlant? Ouais, tu peux-tu en faire des plus gros pour être à jour, mettons, si on veut? Ouais, j'ai moyen. Enfin, là, j'ai un ordi, enfin, j'ai une nouvelle tour depuis le temps qui, je pense, a la capacité de faire tourner tous les émulateurs disponibles. Après, c'est juste une question d'émulateur. Existe pour une console précise, par exemple une PS2, la PS2 ça existe, la GameCube, la Wii ça existe, la DS existe, la 3DS normalement ça existe, c'est assez récent. La seule limitation c'est est-ce que les gens, enfin en tout cas si je joue à un jeu qui est disponible sur console, c'est est-ce que l'émulateur est disponible qui imite le comportement de la console. Après faut acquérir cet émulateur, faut acquérir le jeu, ce qui en soi est pas normalement très qu'on n'abordera pas je pense ici. Ouais. Et sinon si le jeu est disponible sur PC, sur Steam par exemple, j'achète le jeu sur Steam et je peux le faire tourner. Ouais. Puis, mais j'ai déjà fait des jeux sur PS2 et même le jeu que je suis en train, à l'heure où je parle, le jeu que je fais est sur PS2. C'est qui ton public cible justement? C'est qui tu vas rejoindre? Quelle sorte de gens? Les gens qui me regardent. Ouais, t'as un public cible. Alors ça a beaucoup changé. Parce que les gens donc, qui m'ont connu qui m'ont connu à travers Galaxy Life, ils me suivaient, ils avaient peut-être 12 ans, enfin en tout cas entre 10. Après, malgré le fait que j'avais arrêté le jeu pour lequel ils me suivaient, eux ont grandi et maintenant c'est tous des gens qui ont 18 ans, en tout cas qui vont. Oh, un instant. Donc justement ce que je disais c'est que les personnes qui m'ont suivi au début ont grandi et maintenant sont des personnes qui approchent les 18 ans, qui donc finissent le lycée, vont arriver à l'université. Donc c'est des personnes quand même qui ont gagné en maturité. Donc toutes les personnes en général qui me suivent pour les let's play, c'est des personnes qui je pense ont facilement... Les let's play c'est quelque chose qui commence à dater et c'est pas les jeunes qui recherchent ça. C'est plus des gens qui ont un brin de nostalgie, ont envie de se remémorer des souvenirs, un petit peu comme toi finalement. Ouais, c'est ça. Un petit peu, Ouais. Et qui vont tomber un peu par pur hasard sur un jeu pas forcément pour les tous. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Et je pense que toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui, là, je peux varier de 16 ans jusqu'à 40 ans et plus. Après, il n'y en a pas beaucoup, ces gens-là. C'est vraiment une minorité, mais c'est la minorité qui est le noyau dur de ma chaîne. C'est vraiment, après, des gens très fidèles qui seront là pour moi et parce que ça leur plaît. Ouais. Et quand j'ai refait du Fortnite, là, ça a ramené des gens qui ont entre 8, 12, 14 ans, grand max. Donc c'est des gens très jeunes. C'est pour ça que ça a fait un petit peu un choc des communautés. Parce que quand je faisais les let's play, maintenant les gens sont quand même beaucoup plus âgés. Et quand j'ai fait un Discord, donc en gros c'est un petit peu comme un serveur où
j'ai invité les gens finalement à venir s'ils voulaient directement pouvoir me parler, pouvoir un peu discuter, et même que les gens entre eux puissent se rencontrer. Et quand donc justement j'avais pas forcément encore Fortnite, et après quand j'ai fait Fortnite et que je leur ai parlé du Discord, alors là ça a attiré des gens vraiment très jeunes, et les mentalités c'est vraiment le jour et la nuit, ça n'a absolument rien à voir. C'est pour ça que c'est pas tout le temps simple. T'as-tu des hecklers sur tes vidéos? Je sais pas si tu sais l'expression, sinon je vais te le dire. Là. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un heckler? Qu'est-ce que c'est qu'un un heckler, c'est des haters, tu sais, des gens qui marquent des mauvais commentaires, des commentaires récalcitrants. Ah, les haters! Oui, j'avais pas bien entendu. Ouais, les haters. Est-ce que j'ai des haters? Ouais, t'en as-tu qui sont pas fins sur les vidéos des fois? T'en as-tu rencontré sur tes vidéos? Non, à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis. L'avantage que j'ai, c'est que je fais des vidéos sur des choses qui n'attirent pas, donc mis à part Fortnite, c'est vrai que Fortnite peut attirer des haters, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que pendant ces 6 dernières années, j'ai eu des pauses, j'ai changé parfois de concept du tout au tout. Alors ça fait que tous les gens qui n'en avaient un peu rien à faire ou sans plus, voilà, ils ont pas perduré, ils sont partis. Et après, j'ai pas une visibilité non plus énorme qui fait que les gens ils peuvent pas me trouver comme ça du premier coup. Même si parfois ça arrive, j'ai eu des gens qui m'ont insulté ou qui ont mis des commentaires un peu méchants ou autre. Après, j'ignore, je supprime le commentaire, je bannis directement la personne, je réfléchis même pas. Ouais. Et ça passe à la trappe. Ouais, c'est ça. Ce genre de personnes, faut juste, c'est simple à dire quoi, mais faut les ignorer. Le plus chiant que j'ai, c'est pas les haters, c'est les personnes qui me rappellent après 5 ans, alors que je leur ai clairement dit que Galaxy Life c'est fini ou que tel jeu c'est fini. Et, voilà, le jeu je l'ai terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire sur ce jeu. Le jeu ne me plaît plus, je n'ai plus envie d'y jouer. Et quand t'as encore des gens qui 5 ans après te disent ah c'est quand que tu rejoues dessus, ou alors ah le jeu est ressorti, est-ce que tu pourrais jouer, ou alors que toi, tu as juste envie de leur dire, sans vouloir être méchant, mais tu n'en as plus rien à faire. C'est vrai qu'à cette époque, on s'amusait bien sur ce jeu, mais c'est comme toutes les bonnes choses ont une fin et il faut passer à autre chose. Je vais te nommer quelques jeux, puis tu me diras ce que tu en penses un peu de ces jeux-là, des jeux que j'ai vus sur ta chaîne, bien entendu. Ben, je vais commencer avec Zelda Majora's Mask. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu là-dessus, là? Zelda Majora's Mask? Ouais. Alors, je l'ai pas fait en let's play, hein. C'est important de noter. Ok, parfait. Mais je sais que c'était un de tes que t'aimais bien, en tout cas. Oui, mais c'est mon jeu, c'est mon Zelda préféré. Alors, Zelda Majora's Mask, déjà, je vous le dis, hein, je pense que c'est mon Zelda préféré. Pour la simple et bonne raison, c'est un titre qui est très nostalgique pour moi, parce que c'est une de mes premières consoles, si ce n'est ma première console, ça a été la Nintendo 64. C'est là où j'ai eu mes premiers jeux. Tous les Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, Super Mario 64, Mario Kart, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, et encore j'en passe. Et ce qui m'a marqué à l'époque sur ce jeu, alors je sais pas si à l'époque ça m'a marqué en bien ou en mal, parce que ça m'a marqué, hein. Mais c'est que ce Zelda-là avait un univers sombre. Et il a une profondeur. Ce Zelda raconte tous les Zelda racontent des histoires, hein. Ouais. Mais il a un esprit très très dark et qui a le coup des masques, le temps, les musiques. C'est une ambiance, c'est oppressant, c'est lourd, mais t'as tout un univers. Je déteste les jeux en général qui jouent trop sur le temps. Ouais. C'est désagréable, je trouve. Mais dans Zelda, le fait d'avoir Majora's Mask, le fait d'avoir t'as 3 jours, et durant ces 3 jours, il faut que tu essaies de faire le maximum de choses, et à la fin de ces 3 jours, à chaque fois, c'est la fin du monde, c'est la lune qui s'écrase donc sur la Terre. Enfin, sur la Terre, sur la planète sur laquelle se trouve le héros. C'est ça. Et à chaque fois, il y a des personnages, ils jouent le fait que tu as des événements qui sont très précis, qui peuvent se passer seulement à tel moment, des personnages qui ont une histoire qui
et vraiment qui se sent, enfin tu sens qu'il y a des personnages qui sont oppressés. Le fait que tu abordes le sujet de la mort, parce que tous les masques, le masque du Goron, donc les masques principaux qui te permettent de te transformer, c'est tous des gens des défunts qui sont morts, à qui tu as apaisé leur âme. Donc c'est un jeu, après être revenu bien après, parce que le jeu j'y ai joué quand j'étais, il y a 10-15 ans en arrière, mais c'est un jeu, faut savoir, c'est le seul jeu que j'ai regardé 2 fois en let's play par 2 personnes différentes, et même aujourd'hui, il y a des théories, il y a vraiment une profondeur dans ce jeu, il y a un sens, je sais pas si c'est un sens caché ou autre, mais ce jeu, c'est une réussite en tout point, quoi. Et ce concept des masques et tout, toutes ces petites histoires, c'est un peu ces quêtes annexes, un jeu en 3D en plus qui, pour le coup, était vraiment très bien réalisé. Enfin bon, c'est un jeu que j'affectionne énormément. Et maintenant, Super Mario World sur la Super Nintendo. En plus, c'est un let's play que tu as fait. Celui-là, tu l'as fait, par exemple. Super Mario World. Alors ça, c'était mon tout premier let's play. Je veux pas te décevoir, hein. Ce jeu je l'ai fait un peu, déjà parce que bon, Mario etc j'aime bien, mais vu que j'avais un ordi portable qui était pas du tout puissant, je pouvais pas faire tourner, même un jeu sur Nintendo 64, je sais pas si j'arrivais à le faire tourner correctement, donc j'ai été obligé de me rabattre, j'étais obligé de viser des jeux qui étaient sur la Super NES, parce que voilà, ça demandait pas du pour l'ordinateur, ça ne demandait pas d'avoir une configuration très puissante. Et c'est un jeu, je l'ai fait parce que déjà j'ai la cartouche, hein, Super Mario World, donc je peux y jouer si j'ai envie là maintenant. Enfin, il me faudrait un écran télécathodique, et alors ça, je crois pas que j'ai. J'ai la console, j'ai le jeu. Et c'est les bons vieux Mario, quoi. C'est le genre de jeu. Je sais pas, ça c'est un peu, t'as des jeux comme ça quand t'as joué étant plus jeune, et t'as plein de bribes de souvenirs, que ce soit des moments, un peu le concept, un peu les musiques, l'univers, et c'est aussi des choses qui sont tellement nostalgiques que parfois tu vois même des vidéos YouTube où les gens ont fait des artistes ont repris les musiques, les ont un peu détournées, ont pris des petits passages, et ainsi de suite. Et c'est aussi un des épisodes que j'adorais parce qu'il y avait Yoshi. Ouais. Et je crois aussi c'est une des raisons phares qui m'a fait choisir ce jeu, c'est que je suis un fan absolu des Yoshi. J'adore les Yoshi. Et tous les jeux Mario où j'ai pu avoir Yoshi, à chaque fois que c'est peut-être débile, hein, mais c'est comme vous voyez des parents quand ils ont un bébé, ou des gens qui voient un bébé, et ben ils font des des gna. Moi quand il y a des Yoshi, je gagaïse. C'est ça, gaga, devient gaga. Vous me permettrez l'expression, je me gagaïse, c'est que voilà, je me comporte comme si je me comportais avec un bébé, parce que je trouve que les Yoshi, c'est des choses, c'est trop mignon. Ouais. Et il y en a eu plein dans plein de jeux que j'ai pu faire, dans les Paper Mario. Ouais, Paper Mario, hein. Mais c'est un... Il n'y a pas que les Paper Mario, hein. Non, il y a aussi les Mario et Luigi. Mario. Ouais, mais en tout cas, les Yoshi, ouais, c'est des personnages... Enfin, c'est des petites créatures que j'adore. Et après, forcément, c'est des classiques, donc... Ouais. C'est un jeu que je voulais faire aussi par plaisir. Pour me rappeler aussi les plaisirs des jeux de l'époque, avec une difficulté un peu plus élevée que ce qu'on a actuellement. Ouais. Et puis, mon favori, moi en tout cas, alors, Banjo-Kazooie. Vas-y, jase-nous-en un brin. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce qu'il y en est de Banjo-Kazooie? Bon, déjà, il faut savoir que quand je fais un jeu, même si je l'ai jamais fait, je le fais pas par hasard, ou je m'amuse pas à faire un jeu qui ne va pas me plaire. À une exception sur la chaîne. Si tu as envie, tu me poses la question après, je te répondrai volontiers. Donc, Banjo-Kazooie, je l'ai fait parce que c'est une série, pareil, que j'en avais de très très bons souvenirs étant enfant, mais je ne me souvenais plus du tout l'histoire. Je me souvenais les héros, quelques petites compétences, quelques niveaux par-ci par-là. Par exemple, le niveau du bonhomme de neige, j'en avais, et même la musique, c'est quelque chose dont j'avais totalement souvenir. Par contre, le boss final, par exemple, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas souvenir. Le monde des pirates qu'on a au début, ça aussi, c'est quelque chose dont j'avais souvenir. Et c'est par moments, je sais que c'est des jeux qui sont
excellents sur lesquels je me suis vraiment éclaté, et même c'est des jeux cultes pour moi. Et je voulais vraiment réapprécier ce jeu. Je voulais le refaire pour le plaisir et pour vraiment profiter de l'histoire. Parce que quand on joue à un jeu étant enfant, on a une vision des choses, on voit aussi d'une autre manière. Enfin, c'est une perspective qui est totalement différente. L'histoire, pareil, on l'appréhende pas du tout de la même manière. S'il y a des références, si dans le texte, il y a des sens cachés. Quand on est enfant, on voit pas tout cet univers, on voit pas tous ces détails. Et le fait de le refaire, voir l'humour, et vraiment se réimbiber, se rappeler de l'histoire, c'est vraiment là, c'est la nostalgie qui parle de A à Z. Et c'était vraiment pour le plaisir de le refaire et de redécouvrir tout l'univers. Et je n'ai absolument pas regretté. Hein. Ça, c'est un jeu. C'est ce que je regrette un peu maintenant. C'est que tous ces jeux un peu plateforme, découverte, aventure, c'est moins dans l'air du temps. Ça plaît moins. Ouais. Et c'était pourtant le genre de jeu sur lequel c'est vraiment des jeux sur lesquels j'ai passé énormément de temps et je me suis vraiment éclaté. Banjo, là, ce jeu-là, je me souviens, ça avait été release en 98, puis c'était un peu avant Zelda, c'est ça qui m'avait calmé, si on veut, là, que je peux dire, là, c'est ça qui m'avait calmé avant l'arrivée de Zelda, parce que peut-être que tu savais pas, mais Zelda Ocarina du Temps, ça faisait je sais plus combien de fois que Nintendo, il arrêtait pas de reporter la cartouche, puis de la reporter, là, ça faisait 2 ans qu'ils en parlaient, qui était pour la sortir, puis finalement, ben, ils ont sorti Banjo Kazooie, puis c'est grâce à Banjo un peu, j'ai réussi à jouer ça en attendant de jouer à Zelda. Oh non, j'avoue que à l'époque, j'avais 6 ans, 7 ans. Alors je t'avouerais que c'est pas moi déjà qui m'achetais les jeux, ouais. Et j'en avais pas. On va dire que je jouais plus avec mon père. C'est lui qui m'a un peu mis dans ce monde du jeu vidéo. Même si maintenant il joue. Enfin, c'est pas un grand joueur, quoi. Mais c'était parce que ça plaisait bien. Ça me plaisait bien en tant qu'enfant, donc. T'avais-tu des banjos? Qu'est-ce que je dis? T'avais-tu des ginger favoris, toi, quand tu jouais à banjo? Le bleu, le rose, le jaune, même s'ils sont tous pareils en soi, t'avais-tu une couleur fétiche? Pour les ginjo? Ouais. Moi, non. Si je parle en tant que couleur, ma couleur préférée, c'est tout ce qui est bleu ciel. Mais après, non, quand je prenais les ginjo... moi, à partir du moment où je les avais trouvés, je les avais tous réunis, j'étais content. Hein. Ouais. Et parfois, il y en a vraiment qui se cachaient dans des petits recoins, des vicieux. Oui. J'ai un petit ginjo. Oui, le Monster Mansion, je pense Monster Mansion dans la maison hantée, je pense qu'il y en avait un, il était caché dans une caisse. Fallait le savoir, celui-là. Ouais, non, mais... Parfois, ils ont été... Enfin, ceux qui ont fait le jeu, ils sont fourbes. Hein. Ils sont fourbes. Super. Puis, ma question épineuse, un peu, qu'on peut décortiquer en terminant, je voulais savoir... qu'est-ce qu'il y en est des monétisations avec on fait des let's play, mais là on fait de l'argent, mais là c'est un jeu de Nintendo, mais là tu peux-tu un peu nous décortiquer ça un peu, là, la nuance là, entre les deux, avec on a un émulateur, on fait des let's play, on est payé, mais là on est payé, mais Nintendo c'est un jeu à eux autres, fait que tu peux-tu nous décortiquer un peu là, s'il te plaît? Oh là là, alors tu veux la monétisation sur YouTube? Ouais, qu'est-ce qu'il y en est de ça, là, tu sais, monétisation, là, puis là, on joue à un jeu de Mario Kart, justement, ouais. Qu'on fait de l'argent sur le dos. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ça, c'est un sujet, c'est ultra vaste, et ça pourrait faire le sujet d'une seule vidéo, hein. Mais je vais tenter de faire quand même assez court. Donc, faut savoir que, déjà, quand tu fais une vidéo, moi, je vais pas contacter Nintendo pour leur demander la permission de est-ce que j'ai le droit de faire une vidéo sur votre jeu. Moi, j'ai envie de faire une vidéo sur ce jeu, je fais la vidéo sur ce jeu, ça s'arrête là, point. Donc tu fais ta vidéo, tout ce qui est en termes d'émulateur de jeu, c'est pas très... C'est-à-dire qu'en termes de légalité, comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, c'est pas ce qui est le plus légal. Et là, il y a déjà juste à ce stade-là, ça pourrait se discuter, mais en général, c'est pas ça qui pose problème quand on va mettre une vidéo d'un jeu Nintendo, par exemple. Donc où se pose la question, c'est que, en effet, on joue à un jeu, mais le contenu, donc le jeu en lui-même, c'est pas nous qui l'avons fait, c'est pas nous qui
qui l'avons créé, on n'a pas participé à l'élaboration du jeu. Nous, on prend le jeu, on joue dessus, on fait un montage et après on publie la vidéo. Alors les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que finalement on a pris un jeu comme ça, enfin on a pris un jeu Nintendo, on se sert peut-être de la notoriété Nintendo pour attirer des gens, parce que forcément je pense qu'un jeu comme Mario, ce sera plus connu qu'un jeu comme un autre jeu comme Banjo-Kazooie, hein. Je pense que Mario sera largement plus connu en général. Alors voilà, déjà c'est compliqué parce que on ne sait pas à quel point qui vraiment a participé. D'un côté, on peut se dire, moi je fais un jeu qui ne m'appartient pas, donc forcément l'argent elle doit revenir à Nintendo. Mais d'un côté, c'est quand même c'est moi qui ai filmé le jeu, c'est quand même moi qui ai fait le montage, c'est moi qui ai fait tout cet effort, et c'est moi aussi qui crée quelque chose. Parce que c'est vrai que le jeu leur appartient, mais moi j'anime, je fais quelque chose en plus. C'est comme quand on fait une critique de film. Oui, je peux reprendre des extraits d'un film, mais moi je vais apporter ma touche, je vais apporter mon humeur, je peux apporter mon montage, je peux apporter plein de choses. Donc c'est pas 100% Nintendo, c'est pas 100% moi, c'est un équilibre. On peut pas dire que l'argent devrait revenir à que un des deux parties. Ça déjà, logiquement, c'est pas ce qui se fait. Mais logiquement, ça devrait être comme ça. Et en plus, je participe, parce que Nintendo, eux, ils le voyaient. Je vais expliquer, mais Nintendo l'a souvent vu comme vous profitez de la notoriété de Nintendo pour vous faire de l'argent sur notre dos. Mais d'un côté, c'est nous aussi. Donc moi je parle des gens qui font des vidéos sur les jeux Nintendo, c'est nous qui leur faisons de la pub. Parce que Nintendo, c'est vrai qu'il y a des Mario, il y a des Zelda, mais il y a des jeux aussi qui sont moins connus. Et le fait que des gros youtubeurs et qui ont plein de fans et qui voient donc leur youtubeur préféré jouer à ce jeu, ça va pousser ces gens à acheter le jeu. Donc d'un côté, le youtubeur a permis à Nintendo donc d'amasser aussi de l'argent dans un sens. Donc c'est pas si simple que ça. Donc la politique de YouTube déjà, c'est que de toute manière c'est automatique, hein. C'est pas Nintendo qui va s'amuser à aller visionner les vidéos une par une pour dire non, c'est du contenu Nintendo, alors on va vous prendre l'argent sur cette vidéo. C'est un robot automatique qui va parfois reconnaître des musiques ou des passages précis dans des jeux vidéo et qui va faire en sorte que ça a été copyright. Donc forcément vous faites quelque chose sur un contenu copyright, ça peut être 5 secondes sur une vidéo de 1 heure, c'est pas grave, c'est copyright, et tout l'argent qui va être donc obtenu à travers la vidéo, donc toute la partie rémunération de la vidéo, partir pour le tiers. Donc en l'occurrence, si c'est Nintendo, Nintendo va gagner tout l'argent. Ce qui s'est passé, donc Nintendo avait durci ses règles, ce qui faisait que quasiment toutes les vidéos d'un jeu Nintendo passaient automatiquement en copyright, et la vidéo continuait toujours d'apparaître, sauf que toutes les pubs qu'on pouvait regarder sur cette vidéo, l'argent était pour Nintendo. Et je pense que ça a beaucoup gueulé, que les gens ont expliqué leur point de vue, que oui, d'un côté c'est leur jeu, mais que d'un côté, c'est des youtubeurs font de la pub, apportent quelque chose aussi pour cet univers Nintendo. Et donc ils ont enlevé tous les copyrights, et maintenant même en faisant un jeu Nintendo, t'as plus aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que ça dépend totalement de l'éditeur du jeu. C'est-à-dire que Nintendo, c'est la politique qu'ils ont choisie, mais tu feras Square Enix, tu feras un Final Fantasy, tu feras un Kingdom Hearts, ou tu vas sur une autre licence. Il y a des licences qui sont vraiment connues pour tu fais leur jeu, c'est copyright direct, voire même strike. C'est-à-dire que si tu te fais striker, c'est encore pire. C'est pas que l'argent va être touché par le tiers, c'est qu'en gros ta vidéo, déjà tu reçois un avertissement sur YouTube. Au bout de 3 avertissements, ton compte YouTube est banni, donc tout ce que tu as fait c'est banni, peu importe que tu aies 10 000 ou 1 million d'abonnés. 3 strikes, c'est la fin de ta chaîne. Et donc ça, vraiment, c'est la politique de chaque tiers. Mais que ce soit sur des jeux, c'est la même histoire, que ce soit pour des jeux vidéo, que ce soit pour de la musique, que ce soit pour des films. Là où se pose plus la question des jeux vidéo, c'est forcément, tu joues à un jeu. Si tu mets de la musique sur une vidéo, c'est vrai que si tu mets juste la musique, t'as rien apporté, c'est du plagiat.
Par contre, si tu vois, tu veux faire un montage dessus, ou tu veux reprendre certains morceaux, tu veux faire un mix, ou... Le problème d'Internet, c'est Internet. C'est que maintenant, Internet a un peu, je trouve, retourné les lois, a tout mis en vrac, et on sait jamais quoi appliquer à travers Internet. Qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui nous appartient pas, dans quelles limites on peut réutiliser ce qui a été fait pour créer du contenu original, qu'est-ce que c'est que du contenu original, c'est vraiment ultra compliqué. Puis si t'as pas la cartouche de jeu aussi, il y en a des fois qui ont pas la cartouche de jeu, puis ils se disent je vais aller chercher un émulateur, ça va m'éviter d'aller acheter le jeu. Il y en a aussi que ça peut être comme ça. Là c'est encore différent ça aussi. Mais ça normalement voilà. Alors en l'occurrence, si tu veux jouer sur l'émulateur au jeu, tu dois être supposé avoir la console et avoir le jeu. Tu es supposé, parce qu'au final la plupart des gens qui jouent directement sur un émulateur ont ni le jeu ni la console. Ouais. Ben moi, tous les jeux que j'ai joués avec l'émulateur, en tout cas, je l'avais sur mon Nintendo 64 ou mon Super Nintendo. Fait que rendu là, ils ont rien perdu, je l'avais acheté. Mais je fais une parenthèse, ça me rapporte ce que tu disais tantôt en lien avec la publicité. Ça me souvient, je sais pas si tu avais vu le film en anglais, c'est The Net avec... comment qu'elle s'appelle, je me souviens plus de l'actrice, là. Mais le premier, c'était Sandra Bullock, c'était The Net, ou Accès interdit, ou en Europe, c'est Track sur Internet. Puis c'est Mademoiselle Delouche, là, je me souviens plus de son nom, là, si ma recherché, ça serait là, elle le trouverait. Mais j'avais jamais vu ce film-là, c'est The Net 2.0. Puis parce que je l'ai vu en streaming sur Internet, ça m'a donné le goût d'aller l'acheter après ça en magasin facturé, à cause de ça. Sinon, je savais même pas qu'il y avait un The Net version 2.0. Moi, j'avais vu celui avec Sandra Bullock, le 1, mais je savais même pas qu'il avait fait un deuxième. Puis Nikki DeLauch, c'est ça, l'actrice c'est Nikki DeLauch, puis il avait fait un deuxième. Je savais même pas qu'il y avait eu un track sur Internet 2.0. Puis grâce avec le streaming, qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis sur Internet, ben c'est ça qui m'a fait que je suis allé l'acheter. Fait que ça a un bon côté. Non, c'est pour ça que c'est un sujet et un débat très compliqué, parce que d'un côté, tu l'as très bien mentionné, c'est qu'on se dit oui, mais il y a du téléchargement illégal, on perd de l'argent, mais de l'autre côté, c'est comme un jeu. Il y en a parfois, ils vont juste parce qu'ils n'ont pas envie, par exemple, de payer 60 € ou X dollars, et ils vont vouloir le télécharger pour le tester, et c'est parce que le jeu finalement répond à leurs attentes qu'ils vont vraiment faire l'effort de l'acheter. C'est-à-dire que d'un côté, on peut citer l'argument de oui, mais d'un côté, c'est moins de personnes qui vont l'acheter, et d'un autre côté, on peut dire si on n'avait pas eu cette partie-là, peut-être qu'il y aurait aussi des gens qui l'auraient jamais acheté. Ouais. Donc ça marche dans les deux sens. Et l'émulation, c'est pareil. Des jeux des années 80, mais qui va aller s'amuser à les acheter? De toute manière, ils sont même plus produits. La plupart, c'est des jeux de collection. Au contraire, ça fait vivre des jeux qui seraient censés être morts s'il n'y avait pas ça. Ouais. C'est pour ça que ça marche aussi bien quand ils ont sorti les mini NES, ils ont sorti des consoles version mini où t'as plein de jeux dessus qui sont directement intégrés à la console. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, des gens, justement, qui vont regarder un de tes let's play de, je sais pas moi, 1999, 1998, peu importe. Puis là, aujourd'hui, ils vont critiquer en disant « Ah, c'est pas beau, c'est laid, c'est con, c'est dégueu, aujourd'hui, on fait bien mieux. » Tu sais, ils comparent entre 1999 puis 2019. C'est normal que c'est laid, c'était avant, mais comment t'expliques ça, toi? Qu'est-ce que tu dis là-dessus à propos de ça? Comme on dit, c'est simple, il faut comparer ce qui est comparable. Ouais, c'est ça. Je crois que ça exprime totalement mon avis sur la question. Faut voir avec les moyens du bord. À l'époque, la technologie n'était pas pareille. Il y a des jeux qui ont beaucoup plus mal vieilli que d'autres. La 3D en général fait partie de ces choses qui ont très mal vieilli, surtout avec la caméra ou même les graphismes. Les jeux 2D rétro sont beaucoup plus passe-partout et fonctionnent beaucoup mieux pour cette partie-là. Et en général, faut pas chercher, les gens ils se font leur avis. S'ils sont bloqués parce que les graphismes sont trop moches, sont trop laids, c'est comme ça, point barre, ils aiment pas. De toute manière, généralement ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas connu cette époque, ou alors
qui ont évolué, qui sont nostalgiques, et c'est vrai que ils savent bien qu'ils n'arriveraient pas à y rejouer, mais ils font avec, hein, ils en sont pas morts. Hein. Super. Eh ben moi, en tout cas, je te remercie d'avoir mis les Banjo-Kazooie sur YouTube. En quelque sorte, c'est comme je disais l'autre fois en métaphore, ben, t'as réussi à me redonner la vue, justement, si on peut dire ainsi, en regardant les banjos. Ça me faisait des plages de nostalgie, là, avec Gruntilda, la fée clochette, là, comme tu l'appelais, là, sa sœur avec les Ginger, puis les poissons, puis les requins, puis tous les trucs. Fait que je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir redonné la vue, en quelque sorte, parce que comme je dis, ça fait 6 ans que je peux pas jouer au Nintendo volontairement, fait que c'est difficile et tout. Fait que je te remercie beaucoup de m'avoir fait voyager dans tes banjos. Puis là, je suis en train de prendre Banjo-Tooie. Puis mais que j'ai fini, ben je vais aller aussi voir le let's play que t'as fait de Super Mario World, parce que ça aussi, j'y ai joué à l'époque. Fait que je vais aller m'amuser avec Yoshi puis ton animation. Ça va être le fun. En tout cas, moi je te dis, c'est aussi merci à toi d'avoir fait l'effort de regarder une de mes aventures, hein, parce que faut quand même le faire, hein, c'est plus de 30 épisodes, donc c'est quand même plusieurs heures de vidéo. Ouais. Content aussi d'avoir pu te faire, on va dire, un peu recouvrer la vue, si on veut, l'espace d'une aventure en ma compagnie. La nostalgie, je pense que c'est un sentiment qui... c'est magique, quoi. Le fait de, quand t'as connu quelque chose et de le revivre, c'est toujours des émotions qui reviennent, tu revis quelque chose et ça c'est beau. Ouais, le revivre avec quelqu'un cas, d'autre qui a déjà joué, ça aussi c'est le fun. Ouais, donc en tout cas, c'est un plaisir d'avoir pu te faire revivre ces moments. Et aussi, merci tout simplement d'avoir voulu en connaître un peu plus sur moi et d'avoir fait cet effort-là. C'est cool. Puis, t'as-tu des trucs à plugger? Là, on précise qu'on est le 30 septembre. Fait qu'on peut-tu dire qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce que tu le sais un peu? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les let's play, les vidéos? Qu'est-ce qui s'en vient? Tu peux-tu faire des plugs un peu sur tes... Qu'est-ce que finalement je vais faire après? Qu'est-ce que je deviens? Etc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y en est un peu, là? Là, j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça une certaine activité sur YouTube, parce que j'ai pas été vraiment absent, mais pendant 8 mois, je publiais peut-être une vidéo par 2 mois ou autre. Parce que maintenant, forcément, vu que maintenant j'ai j'ai un boulot, si on veut, donc j'avais moins le temps, moins l'envie aussi de le faire. Après, c'est plus une question d'envie que de temps, je pense. C'est qu'au bout de 6 ans, on a vu beaucoup de choses. C'est un concept, on évolue. Enfin, voilà, on est humain, on a des goûts, ça change. On a envie parfois de faire autre chose. Mais là, j'ai eu un regain de motivation, donc je pense tout simplement continuer sur ma lancée, à continuer à faire des let's play sur différents jeux. Peut-être par rapport à avant, plus m'écouter, plus faire des jeux vraiment dont j'ai envie. Alors peut-être de manière vraiment égoïste, hein, ça je l'avoue, mais plus faire des jeux parce que j'ai envie de les faire et moins peut-être me faire conseiller des jeux par rapport à ce que j'aurais pu faire avant. Voilà, donc je pense que ça s'arrête là. J'ai pas envie de faire, enfin de toute manière ça n'a pas changé, j'ai pas envie de faire des vidéos qui me demandent des heures et des heures de montage. J'en ai eu fait quelques-unes. La vidéo spéciale 10 000 abonnés fait partie de ces vidéos dont je suis assez fier, qui m'a pris pas mal de temps, mais pour un résultat plutôt agréable. Ouais. Mais non, ça va continuer son petit bonhomme de chemin. Et si après j'ai plus envie, faut comprendre, je fais selon mes envies. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de partager, je le fais. J'ai un coup de blues. Un moment, je suis plus motivé, j'ai pas envie de faire des vidéos parce que je pense pas que déjà ça rendra bien, parce que j'en ai pas plus envie que ça, j'en ferai pas. Ouais. Voilà, je suis un youtubeur qui fait selon ses envies. Et je crois que ça aussi dans les conseils, enfin c'est ce que j'ai dit dans les conseils, hein, il faut faire les choses parce qu'on a envie de les faire et parce qu'on aime les faire et non pas parce qu'on a une gloire ou une popularité qui nous attend. Ouais. Sinon j'aurais continué à faire du Fortnite et peut-être que j'aurais encore plus d'abonnés. Mais non. Ouais. Tu parlais de temps tantôt. C'est quoi le temps qu'on peut mettre pour un let's play? Des fois, là, comme les banjos que tu avais mis, là, c'était 20, 22, 23 minutes. Moi, je trouvais ça cool, là, 22 minutes, ça passe vite. Mais c'est quoi le temps approprié, tu penses, pour un vidéo de let's play là, qu'on met généralement? Alors ça, c'est une question. J'ai déjà fait des sondages sur ma chaîne pour savoir ce que les gens préféraient. Alors,
d'un point de vue sondage, hein, je peux te dire, les gens préfèrent en général des vidéos qui sont entre 30 et 40 minutes. Je pense que c'est ce qui plaît le plus, pour qu'il y en ait un minimum. Après, c'est question aussi de côté pratique, parce qu'à l'époque, les vidéos courtes, ben, ça me mettait moins de temps à uploader. Donc, quand tu as une connexion qui est... c'est-à-dire, t'as pas la fibre, voilà, enfin, moi je suis à la campagne, donc quand tu as une connexion comme la mienne, ben, tu es bien content que ça mette pas trop longtemps. Ouais. Mais je sais pas, enfin, je pense 30-40 minutes, c'est une bonne durée. Ouais. C'est ni trop long ni trop court. Là, ce que je fais sur Ratchet, enfin, le let's play que je suis en train de faire, j'ai tendance à quand même dépasser, à plus être autour des 40-45 minutes. Mais comme j'ai dit, je regarde plus trop le temps que je fais. Quand j'ai fait Banjo-Kazooie, je faisais beaucoup plus gaffe au public qui me regardait. Et vu que je voulais faire l'effort de faire quelque chose d'assez court pour pas lasser le public et pour que les gens qui me suivaient restent. Enfin, pour avoir, on va dire, pour fidéliser mon audience plus. Mais maintenant, non, je fais plus gaffe. Ouais, c'est cool. Ben, on va mettre les liens sur la description de l'émission Invitez-moi. Fait qu'on pourrait mettre tes liens YouTube, ton lien pour ta page Facebook. Fait que c'est super chouette. Les créations Cristal Desroches sont contents de t'avoir reçu, mon ami Vladgamer le Pro. Merci. Merci à toi, hein, c'était un plaisir. Super. Un petit mot en terminant à dire aux gens pour terminer l'entrevue. Je sais pas. En tout cas, si j'ai donné par pur hasard l'envie à certains d'entre vous de vous lancer dans l'aventure YouTube, alors faites-vous plaisir. Tant que vous le faites par passion et par envie, ça ne pourra tant que vous vous épanouissez dans ce que vous faites, c'est l'essentiel. Wow, s'épanouir. Ça fait beau, ça, les amis. Bon. Ça fait rêver, hein. C'est sûr. Ouais, je voulais avoir l'air cool jusqu'à la fin, tu vois. Voilà.